Bonjour à tous et bienvenue sur Penseurs Sauvages. La dernière fois dans cette série sur les animaux, on avait parlé de l'animalité et on en était arrivé à la conclusion que l'être humain était une forme de vie parmi une très large diversité du vivant animal. Ce qui autorisait à penser que lui accorder le monopole de la raison ou de la conscience était largement injustifié. Mais comme on l'avait aussi vu dans les précédents épisodes, on hérite surtout de plusieurs millénaires de conception du monde basées sur l'idée que la raison serait le propre de l'homme, et qu'il existerait une hiérarchie du vivant au sommet de laquelle trônerait l'être humain. Ce qui fait que malgré le progrès de notre compréhension de ce qu'est le vivant, on peut remarquer une tendance persistante dans la pensée qui consiste soit à chercher à justifier une supériorité naturelle de l'être humain, soit à nier certaines qualités aux animaux, en premier lieu la conscience ou la raison. C'est une croyance qui n'arrête pas de se révéler toujours plus bancale au fur et à mesure que nos connaissances progressent, mais elle est enracinée si profondément qu'elle a influencé tout le débat du 19e et 20e siècle, y compris dans le champ de la science, et même aujourd'hui, elle est encore très présente. Dans le précédent épisode sur l'animalité, on a vu qu'un animal était capable de motilité, c'est-à-dire d'être moteur d'un déplacement, à ne pas confondre donc avec la mobilité, qui s'applique aussi à ce qui peut être déplacé par quelque chose d'extérieur, comme le vent. Et on était resté sur l'idée qu'être l'auteur de son déplacement pouvait impliquer une décision, une volonté de se rendre d'un point A à un point B, donc pouvait supposer la conscience. Évidemment, cette idée-là entre frontalement en contradiction avec la volonté de penser l'être humain à part du reste des animaux, qui pendant très longtemps a reposé sur l'idée qu'il était le seul doté de raison ou de conscience. Argument bien pratique puisqu'il est irréfutable. On ne peut pas affirmer que les animaux ont une conscience, puisque la conscience est un phénomène subjectif et qu'on ne peut pas lire dans les pensées des animaux pour vérifier s'ils en ont une. Du coup, les 19e et 20e siècles ont surtout été l'occasion de reformuler cette justification pour maintenir sa compatibilité avec le progrès des connaissances. Et l'argument de la supériorité humaine, dont on a vu que jusqu'à présent il était essentiellement justifié de manière théologique, a quitté le champ de la religion, mais uniquement pour mieux émerger dans le champ d'une science encore peu perfectionnée. Et on a vu à cette occasion ressurgir des tréfonds de la littérature, une notion qui était jusqu'alors restée rien de plus qu'une vague formulation poétique, la notion d'instinct, grâce à laquelle on a voulu expliquer la totalité des comportements animaux sans avoir à leur accorder qu'ils disposaient de raison. Aujourd'hui, on va donc parler de l'instinct et on va voir comment cette notion a d'abord été incorrectement généralisée, puis incorrectement réfutée. Et on va essayer de comprendre par-delà les idées reçues ce que c'est que l'instinct, mais aussi ce que ça n'est pas. Alors c'est parti, on envoie l'intro. Lors de l'épisode sur Von Uexküll au premier chapitre, on avait parlé brièvement de l'instinct, dont j'avais dit qu'il était injustement généralisé comme une explication à l'ensemble des comportements animaux. Vous avez été plusieurs à me demander en commentaire si du coup il fallait considérer que l'instinct n'existait pas. Alors autant y répondre tout de suite, non, ça ne veut pas dire que l'instinct n'existe pas. Seulement il faut reconnaître dans quelle limite il est légitime d'évoquer l'instinct pour expliquer un comportement animal, et à partir de quand ça devient une simple explication magique qui justifie tout et n'importe quoi. Déjà, il faut garder en tête une implication importante de l'instinct telle que pensée dans ses premières formulations. On en trouve des mentions dans des ouvrages datant du XVIe siècle qui évoquent l'idée de nature des êtres, donc forcément inspirée de philosophie platonicienne. C'est-à-dire que la notion d'instinct implique la notion de déterminisme. Quand on agit par instinct, on est passif, on ne réalise pas un choix. On agit sous l'impulsion d'une force qui serait inhérente à notre nature, et contre laquelle on ne pourrait pas lutter. Sauf justement grâce à la raison, dont on considérait que seul l'être humain disposait. On avait vu avec Aristote que c'est justement cette idée qui a longtemps été le fondement de la différenciation entre les humains et les animaux dans la philosophie. Les animaux ne feraient pas de choix, voire n'auraient même pas de conscience. Mais l'être humain, lui, aurait accès à la conscience et à la raison, qui lui permettent de lutter contre ses instincts et de faire des choix qui ne sont pas ceux que lui dicte sa nature animale. Cette définition de l'instinct est donc un fourre-tout conceptuel. Personne n'a cherché à définir précisément ce qu'était cet instinct, comment il fonctionnait, ni dans quelle mesure il était présent chez l'être humain comme chez les animaux. C'était une explication de joker à tout comportement animal difficilement explicable dans le cadre de la théologie. Par exemple, si on considère que les animaux ne sont pas capables d'altruisme, mais que j'observe une buffle affronter un lion pour protéger son petit, eh bien on me répondra que c'est tout simplement son instinct maternel qui a dicté son comportement. Donc il n'y a pas lieu de lui prêter une qualité morale en vertu de laquelle elle aurait cherché à protéger son petit. C'est un peu comme le TGCM de l'éthologie en fait. Ça revient à dire ta gueule c'est de l'instinct. C'est une notion qui a été largement romancée et qui promeut simultanément deux dérives opposées.
D'un côté, une dérive ethnocentriste, qui utilise l'instinct pour nier aux animaux toute qualité comparable aux qualités humaines dont on aimerait avoir le monopole. On dira d'un animal qu'il n'agit que par instinct, donc il n'y a pas besoin de lui supposer une liberté de choix, ni même une conscience. De l'autre côté, une dérive exotique, qui utilise l'instinct comme un appel à la nature, un peu comme s'il s'agissait d'un pouvoir magique dont nous autres humains aurions perdu le bénéfice en nous éloignant de nos origines sauvages. On vante régulièrement le sixième sens des animaux dans cet esprit-là, et ça va généralement de pair avec un discours selon lequel les êtres humains devraient renouer contact avec la nature pour se rouvrir à un univers de relations profondes avec lequel ils n'auraient plus accès, contrairement aux animaux. Ce qui explique pourquoi les animaux sont gentils alors que les humains sont méchants et ils font la guerre. Alors juste en passant, si vous pensez que seuls les humains font la guerre, tapez « guerre des chimpanzés de Gombe » sur Google, vous risquez de changer d'avis. Je pose ça là, quoi. Dans un cas comme dans l'autre, on emploie la notion d'instinct comme un concept opérationnel, c'est-à-dire un terme qui a l'air de vouloir dire quelque chose, mais dont il vaut mieux pas trop s'aventurer à demander une définition précise à votre interlocuteur, autrement il se retrouverait bien emmerdé. Dans un contexte religieux, ça pose rarement problème, puisque le principe de la religion, c'est d'accepter des trucs qu'on comprend pas. Mais là, on a dit que la justification était passée du champ religieux au champ scientifique. Et dans le champ scientifique, on accepte assez mal les termes nébuleux comme celui-là. Il paraît que ça s'appelle de la fermeture d'esprit. Donc il a fallu assez vite proposer une définition plus précise de l'instinct. Et c'est le naturaliste Henri Coupin qui s'en est donné la peine au début du XXe siècle avec la définition suivante. Mouvement intérieur, surtout chez l'animal, qui pousse le sujet à exécuter des actes adaptés à un but dont il n'a pas conscience. Premièrement, on va relever la petite phrase « surtout chez l'animal » que je trouve géniale tellement elle est révélatrice. Déjà on l'a vu, c'est quoi l'animal ? Clairement, il n'était pas utile ici de préciser qu'on ne parle pas d'instinct pour les plantes, donc ça désigne forcément des animaux non humains chez qui l'instinct serait plus présent que chez l'animal humain. Sauf que voilà, c'est une affirmation totalement gratuite. À part une croyance très commune à son époque, et en passant toujours très présente dans la nôtre, il n'y a aucune raison d'affirmer que les animaux non humains seraient davantage soumis à l'instinct que les animaux humains. Cette phrase n'a donc rien à faire dans la définition d'un concept, elle ne sert qu'un but politique. Elle ne repose sur aucune connaissance valide de son époque et n'apporte rien qui nous renseigne mieux sur la notion d'instinct. Elle témoigne uniquement de ce dont je parlais en début de vidéo. Il existe une forte volonté, héritée de millénaires d'histoire de la pensée, qui nous pousse constamment à chercher dans nos connaissances des justifications à l'idée d'une supériorité de l'espèce humaine. Mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est la fin de cette définition, qui pousse le sujet à exécuter des actes adaptés à un but dont il n'a pas conscience. Il s'agit donc d'une action accomplie en l'absence de conscience de son but, ce qui permet, en la généralisant à tout le comportement animal, de continuer d'affirmer que les animaux non humains ne disposent pas, ou pas nécessairement, de conscience à proprement parler, puisqu'ils agissent par obéissance à leurs instincts. Il suffit donc de donner à l'instinct un rôle plus important que son rôle réel dans les comportements des animaux, pour obtenir une vision des animaux très proche de celle de l'animal-machine de Descartes, dans laquelle l'animal agit de manière mécanique et ne donne que l'illusion de la conscience. Avec pour seule différence ici que l'instinct n'interdit pas formellement de concéder aux animaux une certaine capacité d'esprit, dès lors qu'ils sont dans l'ensemble mus par leurs instincts et ne sont pas les véritables auteurs de leur choix. Mais ça aussi, c'est une nuance qu'on retrouvait déjà presque à l'identique chez Descartes. Cette première définition de l'instinct revêt donc des allures très mystiques. Elle serait une sorte de force naturelle intérieure qui guiderait les agissements des animaux. Elle se distingue donc pas vraiment de la vision théologique du monde qui précédait cet élan scientifique. Il existerait une force intérieure aux êtres qui déterminerait pour eux leurs actions en vue d'accomplir des buts dont eux-mêmes n'ont pas conscience. Enfin, sauf pour nous, bien sûr. Nous, c'est pas pareil, on a la raison. Et la Bible. De là à voir dans cette notion d'instinct l'expression d'une volonté divine, il y a décidément qu'un seul pas à franchir. Celui de considérer que l'animal humain serait le seul animal capable de s'affranchir de ses instincts grâce à la raison, pour se rapprocher du divin avec qui il partage sa nature. Et voilà qu'on a fait un bond de 2 millénaires en arrière pour retrouver Aristote. La notion d'âme a été remplacée par la notion de raison, mais fondamentalement l'explication reste inchangée. D'un animal-machine aux agissements déterminés par un mécanisme complexe dont l'humain se distinguerait par la possession d'une âme, on passe un animal pantin aux agissements déterminés par un instinct naturel qui ferait ses choix à sa place, duquel l'être humain se distinguerait par l'usage de la raison. Mais on trouve aussi dans la notion d'instinct une autre implication importante qui sera renforcée par la suite. L'instinct est une disposition innée, naturelle, elle n'est pas acquise au cours de notre existence. Et ça, c'est une idée qui va nous renvoyer au cœur d'une des plus importantes controverses scientifiques et philosophiques de l'histoire. La différence entre inné et acquis, à savoir si notre caractère, par exemple, est en nous par la naissance ou bien s'il nous est inculqué par notre environnement. Concernant les humains, c'est un débat millénaire et à ce jour, il est tout sauf résolu. Mais concernant les animaux, en revanche, il n'y a jamais vraiment eu de débat sur cette question.
puisque l'animal était considéré comme n'étant pas doté de raison, voire même pas de conscience. Alors ces comportements étaient nécessairement considérés innés, puisque ne pas avoir de raison ou de conscience implique d'être incapable d'apprendre de son milieu. L'idée selon laquelle les qualités animales étaient toutes innées a donc été la norme tout au long de l'histoire. Mais voilà qu'au début du XXe siècle, un certain Ivan Pavlov mène une expérience dont vous avez certainement entendu parler et qui va bouleverser les convictions des éthologues. Il placera un chien dans un contexte dans lequel une cloche retentira à chaque fois qu'un repas lui sera servi. Au début, on observe la salivation chez le chien uniquement lorsque le repas lui est présenté. La cloche ne produit aucun effet. Mais à force de répétition, le chien va associer le son de la cloche à la distribution de repas, et après quelques temps, on observera que le son de la cloche suffit à provoquer la salivation, même en l'absence de repas. Cette expérience démontre l'existence de réflexes conditionnés. Alors que le chien ne contrôle pas sa salivation, qui est un réflexe et non pas une décision consciente, on peut, grâce à une association prolongée de deux facteurs indépendants, associer le réflexe de salivation au son d'une cloche qui, tout seul, ne produit pas habituellement ce réflexe. Vous l'avez reconnu, c'est la célèbre expérience du réflexe pavlovien, qui, parmi d'autres qui confirmeront son principe, entraînera un courant de pensée en philosophie et en éthologie qu'on appellera le behaviorisme. Courant de pensée qui considérera que l'apprentissage des comportements se fait par association de stimuli-réponses. Et quand je dis qu'on considère que l'apprentissage se fait comme ça, il faut bien comprendre que ça veut dire que l'apprentissage se fait uniquement comme ça. C'est-à-dire que la totalité du processus d'apprentissage se fait par association de stimuli-réponses, y compris chez l'être humain. Tous nos comportements seraient donc acquis par un processus volontaire ou non de renforcement positif ou négatif d'un comportement. Autrement dit, si à l'origine le chien salive à l'arrivée de la nourriture, c'est aussi parce que précédemment il avait associé la nourriture au réflexe de salivation par le même procédé qui lui a ensuite fait associer le son de la cloche à ce même réflexe. La thèse est assez radicale, mais elle a eu son influence pour deux raisons. Premièrement, comme on l'a vu, au début du XXe siècle, on expliquait largement les comportements animaux par l'instinct. Or, malgré la tentative de Coupin de la redéfinir, cette notion restait très mystérieuse et paraissait être une simple reformulation des thèses religieuses dans un jargon plus scientifique. C'était pas très satisfaisant au regard des exigences grandissantes de la science à la même époque. Donc quand la théorie du réflexe conditionné a vu le jour, elle a permis d'appliquer le principe de parcimonie. Il existe à présent une explication mécaniste aux comportements animaux, le réflexe conditionné. Elle est nécessaire et suffisante, et il n'y a donc pas lieu de postuler un instinct, dont on ignore tout de l'origine ou du fonctionnement, pour expliquer ces comportements. Donc la position la plus rationnelle, compte tenu des connaissances de cette époque, consistait à accepter le réflexe conditionné comme seule explication valide des comportements, et abandonner complètement la notion d'instinct en l'absence de preuves suffisantes de son bien fondé. Deuxièmement, si le réflexe conditionné impliquait alors de renoncer à la notion d'instinct, il n'impliquait pas pour autant de reconnaître aux animaux une conscience ou une raison, donc ne s'opposait en rien à cette volonté héritée de hiérarchiser le vivant, qui influençait encore bien du monde, y compris dans la science. Ce qui la rendait bien plus facilement acceptable pour les scientifiques de l'époque, indépendamment de s'ils étaient convaincus que l'être humain est supérieur aux autres animaux ou pas. Probablement que si cette théorie avait impliqué de reconnaître la raison aux animaux, elle aurait été bien plus controversée, mais comme c'était pas le cas, elle a très vite gagné en influence. Ce qui fait qu'au cours du XXe siècle, on assiste à un renversement complet de perspective. Alors que précédemment, l'instinct était excessivement généralisé pour expliquer la totalité du comportement animal, il est à présent excessivement démenti comme inexistant et on explique tous les comportements animaux par des réflexes conditionnés. Mais en ce qui concerne notre considération des animaux, la différence est à peine perceptible. Certes, les comportements animaux lui sont à présent dictés par son environnement et non pas par sa naissance, puisque les instincts sont innés et les réflexes conditionnés sont acquis. Ce qui implique de tenir compte de l'environnement des animaux, et c'est déjà beaucoup. Pour autant, les instincts, comme les réflexes, ont en commun de ne pas être conscients. Donc dans cette explication aussi, il n'y a pas lieu de postuler la conscience animale. Et même, on considère largement que, comme la notion d'instinct, elle est une hypothèse non nécessaire et doit être rejetée par principe de parcimonie. Il faudra attendre Konrad Lorenz, dont on a parlé au premier chapitre, pour remettre un peu de modération dans le débat.